Guillaume Erner. Retour sur l'élection présidentielle et les résultats du second tour avec vous, Giuliano D'Ampoli. Bonjour. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes essayiste, journaliste, vous dirigez un think tank italien intitulé Volta. Vous êtes l'ancien conseiller politique de Matteo Renzi. Et alors on vous doit un certain nombre d'ouvrages qui sont à la fois consacrés à des phénomènes extrêmement modernes en politique, comme par exemple l'utilisation de l'algorithme, puisque le mouvement 5 étoiles, qui a été très important en Italie, eh bien, était un mouvement qui partait de l'utilisation de données et d'une utilisation extrêmement savante d'Internet et de communication avec ses électeurs potentiels. Et ce mouvement donc, pouvait être considéré comme un mouvement populiste extrêmement moderne. Et puis aujourd'hui, vous publiez Le Mage du Kremlin aux éditions Gallimard. C'est une évocation de Vladimir Poutine et de son âme damnée. Et là, on est à la fois dans un phénomène extrêmement moderne qui est donc la dictature aujourd'hui au pouvoir au Kremlin, mais aussi en lien avec un certain nombre de traditions russes, une culture politique russe dont vous brossez le portrait. Giuliano D'Ampoli, justement, où classeriez-vous la démocratie française et ce second tour qui a opposé deux mouvements, un mouvement qui est considéré comme étant de l'extrême centre, comme Emmanuel Macron l'a dit, et puis un autre mouvement qui est parfois classé à l'extrême droite ou qui relève du bloc populaire pour certains de ses commentateurs. D'abord, en tant qu'Européen, je dois dire, j'ai accueilli comme beaucoup le résultat de dimanche avec un certain soulagement parce qu'on voit bien quand même que les nationaux populistes et l'extrême droite, bien qu'ils soient forts en France comme dans d'autres pays européens, n'ont pas en ce moment la force de faire basculer le système comme ça a été le cas en Europe dans la séquence entre 2016 et 2018, où on a vu la Grande-Bretagne basculer dans le Brexit, où on a vu l'Italie, évidemment, en 2018, avec, à la suite des élections, avec la constitution du gouvernement du mouvement 5 étoiles et de Matteo Salvini. Aujourd'hui, malgré tout, après on parlera peut-être du score historiquement élevé de l'extrême droite en France, mais quand même, dans toute l'Europe, les résultats des élections, avec l'exception notable de la Hongrie, mais ça c'est encore un cas différent, nous prouvent que les forces pro-européennes sont quand même plus fortes. Après, ce qui me touche et ce qui me frappe par rapport au système français, en tant qu'Italien, vous voyez, encore une fois, c'est facile d'être un expert de populisme quand vous êtes italien, parce qu'on a quand même une grande expérience. Elle débute J'ai avec qui, l'habitude cette expérience chez vous, bah, Giuliano D'Ampoli? elle débute en vérité au début des années 90 avec la grande enquête judiciaire qui balaie tous les leaders et les partis traditionnels. Cette expérience que vous faites, Donc ça, vous, c'était de l'opération main propre. main propre, oui, mais après, disons, sur ça, il va y avoir justement la défaite de tous les partis historiques qui ont gouverné historiquement l'Italie dans l'après-guerre. Et à partir de ça, de ce moment-là, une expérimentation de plus en plus. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'Italie est un peu le Silicon Valley du populisme, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, on a eu des mouvements et des partis en tout genre jusqu'au mouvement 5 étoiles que vous venez de rappeler, avec des expérimentations de plus en plus bizarres. Et si je regarde la France aujourd'hui, je suis quand même frappé de voir, 30 ans plus tard, une situation qui est dans un système complètement différent, mais un peu similaire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un leader politique qui vient d'être réélu, mais qui ne pourra plus l'être, et qui de toute façon est d'une certaine façon une personne qui a pris la place de partis traditionnels et de partis de gouvernement.
Et puis d'autres forces beaucoup plus radicales qui montent. Là aussi, ce qui est surprenant dans le cas français, c'est qu'en général, ce sont de nouveaux leaders et de nouveaux mouvements qui portent les instances nationales populistes, alors qu'ici, c'est plutôt de vieux leaders. Alors on dit qu'ils sont sortis renforcer, légitimer Mélenchon et Madame Le Pen de cette élection. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont aussi montré leurs limites. Ils sont tous les deux très loin d'être majoritaires. Donc tout le système, on voit bien que tout le système est à reconstruire et à réinventer. C'est très frappant à voir. Giuliano D'Ampoli, les deux leaders que vous évoquez, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sont très distincts à la fois dans leur manière d'appréhender leur politique, dans leur positionnement. Ah, tout à fait. Non, ce sont deux, évidemment, deux profils complètement différents. En même temps, je crois qu'il y a quelques éléments quand même qui les unissent. On parlera peut-être de la colère, qui est quelque chose qui est très présent dans nos sociétés, et notamment en France. Et il y a un philosophe allemand que vous connaissez sûrement qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui dit au XXe siècle, nous avions des banques de la colère. La colère a toujours existé, mais il y avait des collecteurs, et c'était par exemple les grands partis de la gauche qui prenaient les colères sociales qui étaient dans la société et faisaient un projet disons, de réinvestissement de cette colère sur un projet de transformation sociale future. Et donc ça permettait d'une certaine façon de canaliser la colère. Et aujourd'hui, ces banques de la colère n'existent plus, et il y a des petits banquiers de la colère comme ça qui avancent un peu de tous les côtés. Oui, c'est intéressant que vous évoquiez la colère parce que je voulais justement vous faire entendre la bande-son d'une vidéo qui montre des gens du village d'Hénin-Beaumont, donc cette petite ville où Marine Le Pen est particulièrement populaire. Et on voit donc ces personnes qui sont réunies assister à l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle. Écoutez. On entend donc la colère de ces femmes, parce que ce sont majoritairement des femmes. Il y a, semble-t-il, deux jeunes derrière qui ont l'air d'être plutôt satisfaits du résultat, mais à l'exception de ces deux jeunes, tout le reste de la salle semble absolument consterné par la réélection d'Emmanuel Macron, avec des attitudes qui sont extrêmement haineuses à l'égard du candidat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous assistez à cela aussi en Italie, Giuliano D'Ampoli? Oui, il n'y a aucun doute sur le fait que le ton général de la confrontation politique est devenu de plus en plus violent, verbalement, et quelquefois pas que verbalement, non seulement en France, mais un peu partout en Italie, entre autres. Alors, encore une fois, je crois que ça dépend, la formule que j'emploie est celle de la colère et des algorithmes. C'est-à-dire que il y a d'un côté une colère qui monte dans la société et qui ne trouve plus justement de débouchés politiques très souvent. Et puis sur ça, il y a en effet disons d'une certaine façon l'intervention des algorithmes, des manipulateurs de la colère, des exploitateurs, même commerciaux. On venait de parler de Twitter. Ça m'amuse de penser, de dire que Twitter va changer parce qu'Elon Musk arrive. Ce n'est pas comme si Twitter avait été géré jusqu'à maintenant sur la base de critères humanistes. Ce sont des machines qui sont là pour générer et faire monter des contenus de plus en plus extrêmes, de plus en plus violents. Il suffit de passer quelque temps sur un quelconque réseau social pour s'en convaincre. Après, évidemment, le système français, moi je ne veux pas, je n'ai pas de titre pour entrer trop dans cela, mais
c'est vrai que le système français ne permet pas vraiment de défouler cette colère. Dans des systèmes plus proportionnels ou plus parlementaires, vous avez quand même d'autres formes de représentation qui permettent à des forces d'être présentes. Ici, vous concentrez tous vos enjeux sur l'élection présidentielle et je crois que ça crée quand même une frustration très large. Mais justement, lorsque l'on voit ces femmes tellement en colère suite à l'élection d'Emmanuel Macron, on se dit qu'au moins il y a une attente dans le politique, et qu'il y a un investissement extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on a affaire à une société dépolitisée, en tout cas pour ces personnes-là. Pas du tout. D'ailleurs, les nationaux populistes sont anti-establishment et anti-classe politique traditionnelle, mais ils sont en vérité hyper politiques parce qu'ils pensent et ils propagent même une vision sur la base de laquelle la politique pourrait faire même probablement beaucoup plus ce qu'elle peut actuellement faire. C'est une des clés, par exemple, du succès de Donald Trump, qu'on a jamais vraiment, à mon avis, tout à fait compris. Vous voyez, Donald Trump, quand il dit quelque chose qui est factuellement inexact, ce qu'il fait très souvent, par exemple, il va à la frontière du Colorado et il dit « Je suis en train de construire un mur magnifique pour garder les Mexicains hors d'ici ». Seulement, il n'y a pas de frontière entre le Colorado et le Mexique, et donc tous les médias et les politiciens traditionnels lui tombe dessus. Mais quand il fait ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, premièrement, je n'appartiens pas à l'establishment politique et je ne suis pas comme les autres. Mais il dit aussi, la volonté politique prime sur tout. Vous voyez, les politiques traditionnelles vous disent qu'on ne peut pas faire toute une série de choses, et moi j'arrive même à transformer la réalité pour vous dire qu'on peut faire un mur sur une frontière qui n'existe pas. Et ça, c'est une forme de volontarisme politique extrême, hein, qui contraste avec la politique traditionnelle de ceux qui disent on ne peut pas faire, il y a l'Europe, il y a les finances, il y a les marchés, il y a des choses. Et c'est très présent dans tous les mouvements nationaux populistes. Alors parfois, effectivement, ce type de réaction est perçu comme étant de l'arrogance, de la supériorité et un signe qu'il y aurait sécession des élites. J'ai par exemple sous les yeux l'interview que donne le géographe Christophe Guilluy au Figaro aujourd'hui, et il dit il n'y a pas sécession des classes populaires, mais une réaction à la sécession sociale et culturelle des classes supérieures. C'est-à-dire que si j'essaye de résumer cette interview de Christophe Guilluy, eh bien, il considère qu'il y a eu une sécession des élites qui cherchent finalement à conserver une politique qui leur est essentiellement favorable, en taxant tous les mouvements qui voudraient prendre en compte la postérité, le futur, le mieux-être des classes populaires, de fascistes, et c'est ainsi que le système se reproduirait, Giuliano d'Ampoli. Disons, c'est un vaste débat, mais la montée des inégalités dans les sociétés en Europe et aux États-Unis est un fait. Les inégalités au niveau mondial ont baissé du fait de la mondialisation entre les grandes régions du monde, mais à l'intérieur de nos sociétés, elles ont beaucoup monté. En France, peut-être d'ailleurs un peu moins qu'ailleurs, donc il faut quand même remarquer ça, mais c'est un phénomène qui est en cours. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en vérité, c'est l'attitude par rapport au futur. C'est-à-dire, je pense que dans les années 90, la droite et la gauche, pour des raisons différentes, se sont projetés dans le futur en disant il faut sortir du vieux monde. Alors pour la gauche, c'était parce que le vieux monde est patriarcal, homophobe, raciste, et donc il faut dépasser le vieux monde. Et pour la droite libérale, c'était évidemment parce que le vieux monde, avec ses traditions, avec ses lenteurs, est une entrave par rapport au fonctionnement du marché, à l'ouverture et tout ça.
Et donc, disons, les grandes forces politiques, pour des raisons en partie similaires et en partie différentes, elles ont tous rejeté l'ancien monde, hein, alors qu'il y avait toute une série de personnes et de milieux, etc., qui étaient quand même, et même à juste titre, attachés à l'ancien monde. Moi, j'ai été très frappé une fois en Hollande. J'ai un ami consultant politique hollandais qui a fait une fois dans une conférence une présentation avec une liste de tout ce que la droite et la gauche confondues, mais progressistes, disons futuristes, veulent enlever aux gens, hein, ou que les gens peuvent avoir la perception qu'on leur enlève. Alors ça allait évidemment des voitures diesel au steak de viande, à l'arbre de Noël, et il y avait des dizaines de choses comme ça. Et voilà, et tout ça, on peut comprendre que ça fait peur, que ça génère une réaction, et si c'est uni à des phénomènes effectivement de sécession et de désertification territoriale comme celle que vous connaissez en partie en France, on comprend mieux la montée de toute cette colère. Mais alors, ça veut dire que désormais, on est condamné à avoir un affrontement bloc contre bloc, puisque c'est ça qui est décrit. Alors souvent, c'est décrit par des chercheurs ou des essayistes qui sont dans une attitude de compréhension par rapport au phénomène du vote populaire ou populiste, d'ailleurs, en fonction des termes qu'ils emploient. Je pense que évidemment, c'est un cadre un peu dangereux. Et c'est d'ailleurs le cadre qu'essayent de pousser justement les nationaux populistes, notamment Steve Bannon théorisait ça, enfin le bloc populaire contre le bloc des élites. Mais si on accepte ça, alors effectivement, le bloc populaire, évidemment, a vocation à être très largement majoritaire par rapport au bloc des élites. Mais donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans ça. Et je pense qu'il y a d'autres clivages qui sont aujourd'hui moins qui sont le clivage droite-gauche, par exemple. Il est moins structurant. Hein, parce que justement ces nouveaux clivages rentrent dans le système et le désarticulent, mais il est toujours présent aussi. Donc, à mon avis, on n'est pas dans un monde simple où un clivage remplace l'autre. On est dans un monde complexe où il y a un éclatement avec beaucoup de lignes de fracture. Mais l'une des lignes de facture, selon Christophe Guy, lui, toujours consiste à dire que finalement, la manière dont le bloc élitaire s'en sort, c'est de condamner moralement l'autre bloc. Et il dit plaisamment en substance que si il y avait un autre nom que le nom Le Pen, eh bien de toute façon, il serait toujours diabolisé. J'ai pu lire ailleurs que même si le Dalai Lama se présentait au Rassemblement national, il serait condamné moralement. Oui, mais ça vaut des deux côtés. C'est-à-dire, et c'est ça qui est un peu inquiétant. Quand vous avez un clivage gauche-droite, vous pouvez imaginer qu'il y a des intérêts et des points de vue différents qui s'affrontent. Quand vous avez un clivage, disons, élite technocratique contre peuple, du coup, vous avez la délégitimation réciproque. C'est-à-dire que d'un côté, les technocrates et l'élite technocrate du futur va dire « vous n'avez pas compris, nous on est le futur, vous êtes le passé ». Et donc, de l'autre côté, par contre, on va dire « vous êtes les traîtres du peuple et vous faites vos intérêts contre le peuple ». Et donc, ça aussi, ça rend le débat beaucoup plus violent. On se retrouve dans quelques instants, Giuliano da Empoli. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le mage du Kremlin, aux éditions Gallimard. On parlera d'ailleurs de ce mage et de la personne qu'il sert, Vladimir Poutine, dans quelques minutes, 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité, essayiste, journaliste italo-suisse Giuliano da Empoli. Vous publiez Le mage du Kremlin aux éditions Gallimard, un ouvrage où il est question cette fois-ci d'un dictateur, parce que il y a donc un phénomène qu'on appelle le populisme, et puis il y a un autre phénomène qu'on appelle la dictature. Vladimir Poutine, qui est mis en scène avec son âme
Danet, dans votre roman, lui, n'est pas un populiste. Écoutez, bon, le livre n'est pas consacré à Poutine, mais il est consacré justement à ce personnage dont on parlera peut-être, qui est son spin doctor et stratège, Vladislav Vadim. Surkov, qui est Oui, rebaptisé Vadim Baranov dans votre livre, c'est le spin doctor, l'âme damnée, je ne sais comment le qualifier, de cet hôte du Kremlin, un hôte qui prend ses aises. Oui, et c'est quelqu'un de très particulier parce que l'entourage de Poutine, en effet, est fait d'hommes plutôt gris. Ce sont soit des anciens des services secrets du KGB, soit des hommes d'affaires assez véreux, alors que Baranov, le personnage de mon livre, et en effet Surkov lui-même, qui l'a un peu inspiré, vient de l'Académie d'art dramatique de Moscou, et donc va à un certain moment être recruté dès le début par Poutine pour sa campagne électorale en 2000, et il va, Baranov, un peu importer en politique les techniques du théâtre d'avant-garde. Il va interpréter son rôle comme celui de quelqu'un qui ne va pas se limiter à communiquer la réalité, mais il va la créer avant de la communiquer. Mais ce que vous disiez par rapport à Poutine, est-il un populiste ou pas? Il faut quand même voir un peu l'origine de la montée du pouvoir de Poutine que je raconte justement un peu sous la forme du roman. À la fin des années 99, nous n'avons pas vu ce qui se passait en Russie, parce que, comme disait Carl Schmitt, le défaut du vainqueur, c'est qu'il n'est pas curieux, il n'a pas de curiosité pour le perdant. Et donc, nous, on n'a pas très bien vu ce qui se passait là. Mais ce qui s'est passé, c'était après l'expérimentation sauvage, disons, du capitalisme pendant les années 90 en Russie, la société russe arrive complètement essoufflée à la fin des années 90, avec la bourse qui s'est écroulée, le rouble qui s'est écroulé, l'État qui ne paye plus ses salaires, et l'humiliation internationale du bombardement de Belgrade de la part des forces de l'OTAN. Et là, il y a un groupe d'hommes, le président sortant Boris Yeltsin, les oligarques qui sont autour de lui, et qui vont construire une opération qui va consister à dire, et c'est un peu la phrase que je mets dans la bouche de Berezovsky, un de ces oligarques dans le roman: si les Russes sont fatigués par la politique, on va leur offrir une mythologie. Et le pouvoir de Poutine en Russie, dès le début, a ce caractère mythologique. C'est-à-dire, ce n'est plus un politicien comme les autres qui ont gouverné de façon catastrophique, selon la majorité des Russes, les années 90, mais c'est quelqu'un qui, d'abord, propose un parti qui est celui de l'unité, le symbole de l'ours russe. On ne se divise plus, on se réunit. Et puis, ce n'est pas un politicien, c'est quelqu'un qui vient justement du KGB. Et d'une certaine façon, c'est une forme de populisme quand même, parce que c'est quelqu'un qui va dire: moi, je ne suis pas un homme politique comme les autres, moi, je représente le peuple russe dans son entièreté. Et avec un fondement, dès le début, de très grande violence. Mais on va peut-être y venir. Mais bien sûr, mais dans le registre du gouvernement ou de la gouvernance exercée par Vladimir Poutine, le peuple, le fait d'apporter le bien-être du peuple ou de prétendre l'apporter, puisqu'il y a évidemment une différence entre les promesses et ce que l'on réussit effectivement à faire, n'est pas au cœur de son discours. Lui, ce qui lui importe, c'est l'Empire russe, restaurer le prestige de la nation. La guerre en Ukraine, elle n'est pas faite au nom du bien-être du peuple. Non, mais encore une fois, ce côté mythique est très important. Vous voyez, dans le monologue de l'inquisiteur dans les frères Karamazov de Dostoïevski, l'inquisiteur dit il y a trois sources de pouvoir en Russie. Il y a l'autorité. Et celle-là, Poutine l'a dès le début parce qu'il est nommé Premier ministre par Yeltsin. Il y a le mystère.
Et celui-là aussi, Poutine l'a parce qu'il vient du KGB et son parcours est assez mystérieux. Il lui manque le miracle. Et le miracle, qui est le troisième ingrédient du pouvoir selon le grand inquisiteur. Et le miracle, il se produit en 99, en septembre, même si c'est un miracle tragique, et c'est l'effondrement à Moscou des tours d'habitation la nuit, pendant que les gens dorment dans ces tours d'habitation, et sur la base de prétendus attentats tchétchènes. Après, bon, sur ça, il y a eu C'est un miracle la suite. qui a... Voilà. Et ce miracle-là, il porte Poutine de 2-3% dans les sondages où il est. C'est le cinquième Premier ministre en 2 ans. Yeltsin a essayé toute une série de personnages avant lui, mais le miracle auquel Poutine répond immédiatement avec une violence inouïe, parce qu'il se présente face aux caméras, il dit « Nous allons buter les terroristes jusque dans les chiottes », littéralement. Et après, il le fait, c'est-à-dire qu'il commence à raser Grozny, à faire la guerre en Tchétchénie de façon très, très violente. Et cette violence-là, elle est toujours présente dans le gouvernement de Poutine, mais elle est faite aussi au nom du peuple. Alors voilà, c'est une scène que j'ai inventée, mais je ne crois pas qu'elle est trop lointaine de la réalité dans le livre. C'est une nuit où mon Baranov va voir Poutine dans son studio, dans son bureau, et Poutine lui dit « Est-ce que tu sais qui est plus populaire que moi en Russie aujourd'hui ?» Et Baranov lui dit « Personne. Vous êtes à 80%, le plus proche est à 16%. » Et Poutine le regarde et lui dit non, il y a quelqu'un qui est plus populaire que moi, c'est Staline. Si Staline se présentait aux élections, il me mettrait en pièces. Et il lui dit et ce n'est pas comme vous pensez, vous, les intellectuels un peu occidentaux, parce les Russes ont oublié la violence et les purges et les procès politiques, mais c'est parce qu'ils se rappellent de ça et parce qu'ils savaient comment punir les traîtres du peuple. Parce que quand les chemins de fer ne fonctionnaient pas en Russie, Staline convoquait le président des chemins de fer, lui faisait admettre qu'il était un saboteur des chemins de fer et le fusillait. Ça ne donnait pas une solution au problème des chemins de fer, mais ça donnait une explication et un exutoire à la colère par rapport à ce qui ne marche pas. Même chose quand il manquait des œufs. Il faisait le procès du commissaire à l'agriculture qui, après un certain moment et une certaine persuasion, disons, un peu brutale, confessait qu'il avait lui-même mis des clous dans les camions d'œufs qui se dirigeaient vers Moscou. Il était fusillé. Et voilà que les traîtres du peuple, ils étaient condamnés et la colère du peuple était de trouver un exutoire. Et ça, Poutine l'a fait énormément, par exemple, justement, dans sa campagne contre les oligarques, quand il met en prison Mikhail Khodorkovsky, qui est le plus riche d'entre eux, il fait sa campagne électorale de 2003 et de 2004 sur ça. Je précise d'ailleurs, et j'ajoute qu'aujourd'hui, il y a dans Libération un article où il est question de la mort suspecte d'un suicide, entre guillemets, de 6 oligarques depuis le début de la guerre en Ukraine. Autrement dit, des morts qui sont étonnantes car elles se ressemblent presque toutes en matière de mode opératoire et bien entendu, on s'interroge sur la manière dont ces suicides se sont déroulés, Giuliano d'Ampoli. Oui, il paraît que le taux de mortalité parmi les oligarques a beaucoup monté pendant les dernières semaines. Encore une fois, ce qui est frappant dans des cas similaires au cours des années dernières, c'est que les services russes ne se dissimulent pas énormément. On l'a vu dans les cas en Angleterre, le polonium et tout ça. On a eu souvent l'impression que on voulait presque que ça se sache. Et je pense que ça fait un peu partie aussi de la stratégie de Poutine, c'est-à-dire il ne se cache pas, il faire peur
fait partie de sa stratégie et faire savoir ce qu'il fait et même, dans certains cas, faire croire qu'il fait plus que ce qu'il fait en vérité. Parce que, comme disait le cardinal de Retz, tout ce qui fait croire au pouvoir l'accroît véritablement. Donc, et ça a été le cas macroscopique des élections américaines, évidemment qu'il y a eu là-dedans des interférences russes à tous les niveaux et même des opérations sophistiquées, mais est-ce que c'est les Russes qui ont fait élire Donald Trump aux États-Unis? Je ne pense pas, mais ils ont quand même eu intérêt à faire croire que c'était eux. Lorsque vous évoquez la violence et le rapport à la violence de Poutine, Giuliano d'Ampoli, il y a une transition à trouver avec Donald Trump, parce que effectivement, lorsque l'on évoque le fascisme, le post-fascisme, le non-fascisme, autrement dit la démocratie, le critère de distinction entre ces différentes manières d'envisager le pouvoir, c'est bien souvent la violence. Et avec Donald Trump, depuis les événements du Capitole notamment, on a pu considérer qu'on avait affaire à un chef politique qui était effectivement fascistoïde. Oui, mais je crois que c'est d'ailleurs, ça reste pour l'instant la grande distinction entre la majorité des mouvements d'extrême droite, disons, un peu large en Europe, et le cas américain qui est encore plus inquiétant. C'est-à-dire, Marine Le Pen, malgré tout, a reconnu le résultat des élections un quart d'heure après l'annonce des résultats. Donald Trump n'a toujours pas reconnu le résultat des élections aux États-Unis et ses supporters sont convaincus que les élections ont été volées. Donc on entre là, et vous avez rappelé les événements du Capitole. Donc on entre là dans une dimension différente par rapport au jeu démocratique que nous connaissons. En Italie, il y avait eu d'ailleurs un débat avec Fini notamment, où il s'agissait de savoir si l'extrême droite était fasciste, post-fasciste, dans un pays qui, bien entendu, ce n'est pas inutile de le rappeler, a connu le fascisme au pouvoir, Giuliano d'Ampoli. Oui, là, bon, justement, le parcours a été quand même très long en Italie. Il y a eu besoin de Berlusconi qui, à un certain moment, a légitimé et mis ensemble des partis qui, auparavant, et notamment le parti ancien ex-fasciste, qui n'avait pas accès au pouvoir. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce processus, malheureusement, on peut dire, mais il est complété presque partout. C'est-à-dire que on peut évidemment le regretter, mais la légitimation des partis d'extrême droite elle se fait presque partout. Elle s'est faite en Italie, elle est aujourd'hui très avancée en France, elle est avancée même en Espagne, qui pourtant a un passé fasciste récent, mais où on voit que par exemple, la droite traditionnelle et l'extrême droite gouvernent ensemble dans des régions, notamment en Andalousie, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, qu'on le veuille ou non, ce parcours a été fait. Mais je vais vous poser une question naïve, Giuliano d'Ampoli. Étant donné ce que le fascisme a été en Italie, c'est-à-dire un échec consternant, comment se réclamer de ce régime-là et quels sont ceux qui peuvent aujourd'hui croire d'une manière ou d'une autre que les Italiens vivraient mieux s'il y avait un retour à un tel régime ? Personne, même le parti post-fasciste italien, qui s'appelle aujourd'hui Fratelli d'Italia et qui a une jeune leader qui monte beaucoup dans les sondages en Italie actuellement, Giorgia Meloni, même elle ne se considère et ne se présente pas comme ouvertement fasciste ou post-fasciste. Elle a plutôt tendance à dire, comme le disent ici les soutiens de Marine Le Pen, que c'est de la rhétorique insupportable, comme ça justement des élites qui veulent exclure de la condamnation morale. Voilà, de la condamnation morale. Donc, mais
en dessous de ça, je crois quand même et on en parlait dans le cas de Poutine, il y a quand même dans la démocratie partisane une grande nostalgie pour l'unité du peuple. On voit bien qu'il y a des modèles aujourd'hui dans le monde qui sont des modèles qui sont considérés compétitifs et qui le sont d'ailleurs d'un point de vue économique pour l'instant, qui ne se réclament pas du tout du modèle de la démocratie libérale. Donc je pense qu'il y a une convergence de beaucoup de facteurs qui poussent dans cette direction. Mais alors, lorsque l'on voit justement ces différents facteurs, a-t-on la possibilité de réintroduire, par exemple, une vie politique bipolaire avec aujourd'hui, non pas une opposition entre droite et gauche, mais entre des partis qui seraient, je ne sais pas, des partis d'extrême droite, des partis post-fascistes et d'autres qui seraient considérés comme des partis du bloc élitaire? Quelle place réservé à la gauche aujourd'hui, par exemple, dans ce contexte-là? Je pense justement qu'il faut absolument refuser l'opposition politique entre bloc élitaire et bloc populaire. Même si elle se met en place, je suis assez convaincu que c'est une opposition assez mortifère parce qu'elle substitue à des clivages plus mouvants en termes comme ça, de passion politique, d'intérêt, de valeurs. Elle substitue à un clivage de classe brutal qui s'exprime en politique et je ne pense pas que ça puisse être utile. Ça provoque énormément de colère et de rage. Donc, par rapport à ça, effectivement, la gauche aurait la responsabilité de réussir à proposer, d'une certaine façon, à s'adapter à ces nouveaux clivages et à proposer sa propre réarticulation sur la base d'une vision qui ne serait pas une vision purement de classe ou de bloc élitaire contre bloc populaire. Mais pour l'instant, elle a beaucoup de difficultés à le faire. Elle essaye, je crois, avec un certain succès dans d'autres pays. On a vu quand même le cas allemand est un cas intéressant parce qu'on a une vieille machine social-démocrate, vraiment la SPD, qui n'a pas beaucoup évolué au cours des années, mais qui, au contraire, ce qui s'est produit en France, a maintenu quand même un socle d'implantation et de soutien très large. Donc c'est quand même un parti qui reste autour d'une force au-dessus de 20%, et qui aujourd'hui est allié avec une force des Verts qui a su se réinventer de façon très intéressante en passant comme ça de quelque chose de très peu convaincant, d'assez extrémiste qu'elle était à l'origine, et s'est transformée aujourd'hui dans une grande force de gouvernement et de progrès. Alors là, on voit un modèle effectivement qui peut être intéressant, mais c'est difficile à construire en France si vous n'avez pas une base la politique, c'est de la mécanique aussi. Si vous n'avez pas un parti dans tout, même dans les pays où la social-démocratie est plus en difficulté, vous continuez à avoir un parti ancien social-démocrate qui est autour de 15-20% et autour duquel se forment des coalitions. Ici, l'effondrement complet du Parti socialiste rend tout ça beaucoup plus compliqué. Comment voulez-vous réagréger et refaire tout ça? Alors Mélenchon propose aujourd'hui de le faire autour de lui et effectivement les chiffres pour l'instant lui donnent raison. Est-ce que c'est véritablement possible? Je ne sais pas. En tout cas, il y a donc une tentative pour la France insoumise de recréer ce que ce parti veut considérer comme étant une gauche populaire. C'est peut-être quelque chose de plus adapté que la social-démocratie. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, la social-démocratie a évidemment de de très gros problèmes par rapport à son logiciel qui n'est plus tout à fait, adapté à ce que nous vivons. Mais de l'autre côté, personnellement, après ce n'est pas mon rôle d'être ici pour parler de ça, mais je trouve qu'il y a dans la France insoumise des ambiguïtés, sur toute une série de thèmes qui vont de la politique internationale à des thèmes de laïcité, de valeurs, qui franchement, m'inquiètent, un peu. Mais justement, lorsque l'on voit les personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien, un grand nombre d'entre elles considèrent que ces thèmes-là étaient des thèmes secondaires par rapport à la volonté de porter au pouvoir une gauche véritable. Oui, mais encore une fois, bon, après, on peut vivre ça de façon existentielle, donc à n'importe quel prix que la gauche gagne. Moi, je ne suis pas dans cette posture-là. C'est-à-dire que si le prix, c'est la déconstruction de l'Europe, le non-alignement par rapport à la politique internationale et toute une série d'autres choses que vraiment, je ne pense pas que ce soit mon rôle d'explorer, je pense franchement que c'est un prix beaucoup trop élevé. Merci Giuliano da Empoli d'avoir été avec nous ce matin. Le Mage du Kremlin, c'est le roman que vous publiez aux éditions Gallimard où l'on retrouvera des personnages réels et d'autres imaginaires, mais imaginaires très inspirés de personnages existants véritablement.